Bien voilà, bienvenue à cette troisième table ronde de PharmaHealthTech 2021 avec un sujet qui va encore adresser les données de santé, mais l'ouverture des données de santé, les partages des données de santé, les collaborations autour des données de santé. Et donc autour de la table aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un très beau panel avec Anne-Caroline Delétoile, qui est responsable du data management à l'Institut Pasteur, le Data Truck, c'est ça La plateforme de data management. Véronique Lacan de Noël, présidente de Proxicare. Vous pourrez préciser, Véronique, de quoi il s'agit. Proxicare, qu'est-ce que vous faites? Je sais que vous intervenez beaucoup pour les autorités de santé et dans les régions et au niveau national. Christian Frisch, on se connaît déjà, directeur de la data et de l'IA chez Acuvia. David Gruson, ravi de se revoir, David, qui est fondateur Éthique et IA et directeur de programme santé chez Jouve. Et enfin, Émeric Lemaire, la start-up de la table ronde, cofondateur de Arcane, qui connaît très bien les données de santé et qui a fait sa levée de fonds il n'y a pas si longtemps que ça et qui se développe très très vite. Absolument. Donc cette thématique aujourd'hui, déjà c'est peut-être un peu d'écouter, quand vous parlez de données de santé, ce que vous faites, donc de bien repréciser ce que vous faites, et puis peut-être aussi quelles sont vos préoccupations, vos challenges et les perspectives que vous donnez à vos données de santé, là où vous les opérez, ou en tant que possesseur ou acteur. Anne-Caroline, peut-être pour commencer? Oui. Du coup, au niveau de l'Institut Pasteur, donc on collecte. L'Institut Pasteur, c'est déjà 140 unités de recherche qui travaillent sur des types de données très diversifiés, puisqu'on va avoir de la protéomique, de la génomique, des données cliniques, épidémiologiques, des gros volumes, des unités qui travaillent sur des tout petits volumes. Enfin, on a à peu près tous les types de catégories possibles. C'est aussi 140 unités de recherche qui travaillent à leur façon, et du coup tout le challenge de l'Institut, c'est de pouvoir rendre ces données facilement partageables avec l'ensemble de la communauté scientifique. Donc soit en utilisant des standards, en privilégiant de toute façon les standards du domaine, et ensuite d'en faciliter le partage, soit via des entrepôts publics, soit via les entrepôts de l'Institut directement. On a une idée de la volumétrie que ça représente aujourd'hui, ces données? C'est assez difficile en fait à savoir. C'est plusieurs pétas de toute façon. Pétaoctets, hein. Pétaoctets, tout à fait. Mais en fait, entre les données qui sont vraiment sur les serveurs Pasteur, celles qui sont déjà sur des volumes publics en fait, des données qu'on peut partager avec d'autres instituts, donc qui pourraient être chez d'autres instituts aussi. En fait, c'est assez compliqué d'avoir une idée de la volumétrie. En tout cas, ça a l'air d'être conséquent. Mais c'est assez conséquent, et on a des problématiques de stockage qui peuvent être aussi intéressantes derrière, notamment en termes de coûts de stockage. Véronique, quand on parle de données de santé, c'est quoi les préoccupations finalement de vos interlocuteurs, que ce soit en région, les établissements de santé? Quels sont les principaux challenges et principaux questionnements? D'abord, de quel type de données de santé on parle, et quelles sont les problématiques évoquées, les perspectives? Alors nous, on accompagne des acteurs, notamment de l'industrie pharmaceutique et également de la confiance numérique. Aujourd'hui, les sujets sur lesquels on travaille en particulier, c'est le fait de réussir à sécuriser, simplifier l'exploitation de données de santé en vie réelle. C'est une préoccupation forte des acteurs. Donc tout ce qui touche à l'analyse des données de santé en vie réelle, c'est en particulier pour les industriels d'appréhender l'usage, l'efficacité et la tolérance des médicaments en dehors du cadre expérimental des études cliniques, donc à une échelle plus importante. Donc les données, ce sont des données multisources, donc les données issues de cohortes d'établissements de santé, des données du SNDS, médico-économique, des données en open data, l'objectif étant de chaîner tout ça, aussi de plus en plus des données d'expérience patient, que ce soit expérience type PREM ou résultat des soins type PROM, pour mieux appréhender le fardeau de la maladie. Donc c'est toutes ces données, certaines existent déjà, l'objectif c'est de les chaîner, ou dans d'autres cas d'aller les collecter. Et la difficulté d'accéder à ces données, hein, pour la pharma, il y a une table ronde sur la vie réelle ce matin. Je sais qu'il y a pas mal de challenges sur ces données. Parfois, la qualité est pas parfaite. Parfois, il faut enrichir la qualité. On reviendra dessus avec Émeric, en tout cas sur la capacité à la rendre opérable et utilisable. Et puis, il y a des questions aussi, dont on en parlera avec David, de consentement, parce que les données parfois sont stockées dans une certaine finalité, elles sont les données du patient, même si elles sont la propriété, je crois, des établissements, mais
s'il y a des finalités d'usage différentes, voilà, qu'est-ce qu'il est en définitive. Donc on vous entend bien retour de ces... Complètement, puisque on est en échange au quotidien avec les producteurs de données, justement dans le cadre d'un projet en cours. Il y a différents points qui seront complétés par mes collègues autour des tables, mais d'abord, on va les appeler les producteurs de données, c'est pas un très beau mot, mais on va dire que c'est un terme un peu générique. Souvent ont des inquiétudes quant aux finalités poursuivies par les industriels du médicament, parce qu'ils n'ont pas forcément recueilli le consentement du patient pour d'autres traitements que des traitements peut-être réalisés en interne. Donc de grosses inquiétudes sur les finalités. Ils ont besoin de comprendre, d'avoir une vision très claire de ce qui va être fait des données. Ensuite, il y a un autre sujet, mais qui n'est pas vraiment problématique. Souvent, les établissements veulent conserver leurs données en interne et plutôt travailler en peer-to-peer, ce qui est tout à fait possible. Et puis après, c'est vrai que du côté des industriels ou des acteurs de la confiance numérique qui sont au milieu et qui accompagnent ces projets, il y a de toute façon un sujet de qualité très souvent dans les données. On sait que notamment quand la donnée n'est pas déjà utilisée en routine pour le soin, c'est très certainement que la qualité de cette donnée mérite d'être améliorée. Donc il y a des collaborations, des travaux à mettre en place très importants pour arriver à faire se rejoindre la confiance et la qualité. Si on parle de confiance numérique, David, vous êtes vraiment au cœur de ce sujet depuis des années. Souvent beaucoup d'interventions en tant que président de Ethic AI et voilà, en tout cas de cette charte qui a été exprimée. Comment c'est vécu au niveau des... En plus, chez Jouvv, vous travaillez beaucoup avec les établissements, donc ces questions de la confiance, de l'appartenance des données, de la propriété du producteur, comment elle se gère vis-à-vis du patient et comment elle se gère vis-à-vis de potentiels utilisateurs extérieurs. C'est le sujet. Voilà. Oui, alors il faut effectivement mettre l'accent sur ça, et je pense que on est là dans un moment qui est un moment intéressant. C'est un moment assez inattendu, puisque pour une fois en France, la réglementation est passée du côté du soutien au développement des usages. Il y a un tournant important, donc vous avez vécu les joies de la transposition du règlement général sur la protection des données, qui a positionné la France et l'Europe au plus haut niveau de protection juridique des données de santé. Là maintenant, on vit une autre phase qui est comment est-ce qu'on va convertir ces données en usage pratique, traitement algorithmique à des fins de recherche, traitement algorithmique à des fins de mise au point d'outils d'intelligence artificielle, de diagnostic médical ou d'aide au pilotage par les données. Donc là, il y a un cadre qui est entré en vigueur, que vous connaissez, qui est celui de la nouvelle loi de bioéthique, oui, qui va amener deux nouvelles notions. D'abord, une information du patient sur le recours à ces traitements algorithmiques dans sa prise en charge ou dans des phases de recherche, d'une part, et d'autre part, le principe d'une garantie humaine de ces traitements. Alors ça veut dire quoi? C'est tout simplement avoir une supervision par des professionnels de santé, des représentants des patients, dans la phase de conception et dans l'application en vie réelle, comme Véronique le soulignait, de ces données. Donc comment on se prépare à ce cadre de conformité? Donc avec Jouvv et avec Ethic AI, on accompagne à ce stade-ci une dizaine d'acteurs qui se sont engagés dans ce process de conformité, en mettant en place une approche qui est de qualifier la garantie humaine à partir de la nature du traitement algorithmique, de mettre en place des outils collégiaux qui vont associer des professionnels de santé, par exemple suivant les cas d'usage, des révisions de cas a posteriori déjà traités par la machine, sur lequel on va amener un deuxième regard humain en opérant évidemment dans un back-office technologique d'hébergement de données de santé pour apporter un niveau de sécurité maximum et permettre une traçabilité de cette supervision pour les autorités de régulation. C'est une conformité nouvelle qui apparaît, mais retenez-en la logique, deux principes, info du patient sur le recours à l'IA et une garantie humaine dans la conception et au fil de l'eau. Sous ces deux conditions-là, on peut avoir maintenant une approche plus ouverte des choses, c'est une bonne nouvelle. C'est intéressant de relever que ce principe de garantie humaine est embarqué dans l'article 14 du projet de règlement européen sur l'intelligence artificielle que la Commission a publié au printemps dernier, qui entrera en vigueur dans les prochains mois après son adoption, qui prévoit un régime de sanctions équivalent à celle du RGPD. Donc là, on est dans la phase d'amorce sur la base de la loi de bioéthique. Il y a un intervalle de 18 mois pour permettre aux acteurs de ces traitements algorithmiques de se doter d'outils de conformité de ce type et aussi porter une vision forte de l'excellence française et européenne sur le pilotage par les données.
Merci David. Donc on a des entrepôts de données, on a des producteurs de données, on a des couches maintenant, on va dire, de protection de ces données, notamment à définir l'utilisation, mais on a d'autres collaborations autour de ces données de santé. C'est la capacité à les rendre partageables, interopérables. Je crois que Aymeric Lemaire, c'est votre sujet. Chez Arcane, qu'est-ce que vous faites exactement et qu'est-ce que vous travaillez ces données? Comment vous les travaillez quelque part pour les rendre utilisables, opérables? Absolument. En fait, on est un petit peu à mi-chemin entre les différents sujets qui ont été évoqués, à commencer par Anne-Caroline. Bon, tous les producteurs de données, pour reprendre l'expression de Véronique, sont pas aussi aussi avancés sur ces questions que l'Institut Pasteur. Donc, en gros, et bien évidemment. C'est clair. Ouais, et du coup, en fait, on va complètement accompagner ces centres, en gros, dans la gestion de ces données et rendre ces données accessibles, mais vraiment d'un point de vue technique. Donc, il y a évidemment énormément de réglementation autour, mais avant tout, il y a également un problème technique. Pour donner, en gros, un petit peu une idée de ce qui se passe à l'intérieur de l'hôpital, c'est qu'un établissement en moyenne utilise plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de logiciels différents et qui communiquent très mal entre eux, voire pas du tout. Et donc, du coup, notre rôle vraiment au sein de l'hôpital, c'est en gros d'aller récolter au sein de ces différentes sources les données de qualité et pertinentes, d'où le fait qu'on n'est pas sur des pétaoctets de données exploitables, mais beaucoup moins à la fin, parce qu'en fait, ça s'écrème en fait énormément entre les deux. Et après, on les met dans une architecture de données, après les avoir standardisées, pour en fait permettre à l'hôpital de les utiliser librement. Donc il y a un processus de mise en qualité, j'y reviens juste après. Mais en gros, du coup, une fois qu'on a mis ces données sous un format interopérable, c'est le standard FHIR pour les personnes du domaine qui le connaîtraient. Donc si on veut le voir comme ça, c'est d'une certaine façon l'anglais de l'informatique médicale. Donc il faut l'apprendre, mais il est ouvert et libre. De tous les acteurs dans le monde entier, commencent à l'utiliser, en particulier aux États-Unis qui est un peu précurseur sur la question. Et donc on permet à l'hôpital, en premier lieu pour le soin, les indicateurs de qualité, etc., ces recherches internes, d'utiliser cette API et cette architecture, mais aussi ses partenaires. Et ces partenaires, ça va être à la fois les éditeurs de logiciels qui ont besoin d'accéder à ces données pour développer leur innovation et la déployer rapidement au sein de l'hôpital. Aujourd'hui, ça prend quand même bien en moyenne 6 mois, 1 an pour une solution de se déployer dans un hôpital, même si la solution est prête. Et au bout de la chaîne, on retrouve du coup l'exploitation de ces données en vie réelle, comme on le voyait sur la table ronde ce matin. Et la finalité finalement de travailler ces données, c'est de les rendre après partageables, interopérables. Sous condition de consentement, de garantie, mais quelque part après c'est aussi pour que l'hôpital puisse ouvrir, enfin l'hôpital ou l'établissement puisse ouvrir ses données, entre guillemets, pas que les données partent de l'hôpital, bien évidemment, mais qu'elles soient utilisables, on en parlera tout à l'heure, sous certaines modalités de request, etc., mais qui pourraient être plus facilement utilisables par des personnes externes, de recherche, industrie, etc. Complètement, il y a un besoin interne, c'est-à-dire que même si, imaginons qu'on prend un pneumologue qui en gros fait un traitement et un diagnostic sur un patient, cette information, elle peut être complètement utilisée par beaucoup d'autres acteurs, aussi bien en interne. Ça va être par exemple le DIM, le directeur de l'information médicale, qui va avoir besoin de vérifier que tout s'est bien passé, que le traitement, la qualité des soins est bonne, mais aussi en externe, parce que en fait potentiellement ce pneumologue il l'a fait pour un cancer sur le poumon, et du coup des chercheurs sur le sujet vont avoir besoin de cette donnée également. Et ça peut être en interne comme en externe. Donc vraiment il y a un besoin de partage. Aujourd'hui il est très peu fait parce que manque d'interopérabilité et manque d'architecture dédiée à la réutilisation des données. Et c'est vraiment ça qu'on met en place dans les hôpitaux, cette solution qui résout un peu ces deux problèmes principaux. On parlera un peu après des batailles de droits, producteurs, utilisateurs, avec plaisir. Peut-être Christian nous raconter chez Acuvia quelles sont les collaborations que Acuvia peut avoir avec les opérateurs, les producteurs de données de santé. Comment vous-même vous produisez des données de santé, vous produisez des données aussi. Oui, nous on est un peu en fait dans les deux cas. Ouais. On produit beaucoup de données de santé. Alors d'abord des données de vente à la pharmacie, de consommation à l'hôpital. On a aussi des données médicales de panels de médecins et puis on a des données qui ressemblent beaucoup plus aux données open data, sur les structures de santé, les bases de professionnels de santé, etc. Donc d'un côté, on a ces problématiques de producteurs de données avec tout ce qui va avec en termes de protection de données personnelles, etc. dans ce qu'on produit nous-mêmes. Et puis de l'autre côté, un peu de la même manière, on fait on utilise beaucoup des données externes. Alors soit des données en open data qui sont des données en général beaucoup plus libres d'utilisation, soit des données publiques qui sont souvent pas en open data, des données de santé qui là
le sont que dans des conditions d'utilisation bien précises. Et on le fait pour aussi bien des études médico-économiques, des études de fardeau de santé, et puis bien évidemment des études de parcours patient, etc. Voilà. Et dans le cadre aussi de collaboration avec la recherche pour des études sur les maladies rares, etc. Donc on se retrouve un petit peu dans l'ensemble de ces configurations. Alors en France, et puis avec la chance de l'avoir à l'échelle internationale, où les problématiques ne sont pas toujours les mêmes, surtout en termes de privacy, etc. On en a parlé. Alors en Europe, on est en train d'uniformiser ça, et on est en train de devenir d'ailleurs un exemple, et on le voit à l'intérieur même de l'entreprise d'Acuvia, on est en train de devenir un exemple de ce qu'il faut faire, même à l'international, et donc les pratiques qu'on prend en Europe s'étendent vers d'autres pays non européens chez Acuvia par exemple. Merci. Quand on a préparé cette table ronde, je ne sais plus qui d'entre vous a dit, si on devait établir 3 challenges autour des données de santé, il y a le côté nébuleux des données, c'est-à-dire un peu la difficulté de comprendre ce qu'il y a dans les données de santé, dans les entrepôts, différents entrepôts existants ou stockages existants, l'interopérabilité, la capacité à rendre ces données interopérables et échangeables, qu'elles pourraient être utilisées par plus. Et puis le dernier aspect, c'était toutes les problématiques réglementaires. Alors réglementaires, pas seulement liées au consentement du patient, mais aussi au fait à la propriété intellectuelle, que celui qui a produit la donnée, sous quelles conditions il peut le faire, qu'est-ce qui fait que ça devient une open data et que ça peut sortir, est-ce qu'il y a des droits, est-ce qu'il y a du financement, enfin il y a toutes ces questions. Peut-être revenir un peu sur la vision, c'est un peu cette qualification un peu de nébuleux des données de santé, qu'est-ce que vous voudriez dire là-dessus? Est-ce que c'est si mal rangé que ça en France? Il y a un peu de choses, on a beaucoup de choses, mais est-ce qu'on peut l'exploiter ou pas? Moi je dirais que c'est à la fois plutôt bien structuré et nébuleux. Parce que par rapport à d'autres types de données, finalement, les données de santé, on sait à peu près ce que c'est, il y a des standards, etc. Par contre, c'est vrai que, ça, tu pourrais sans doute plus en parler que moi, s'en sortir avec un dossier patient, c'est pas forcément évident. On a besoin de beaucoup de standardisation pour pouvoir vraiment déjà vérifier la qualité de la donnée et pouvoir la rendre, lui donner une signification, lui faire dire quelque chose en fait. Parce que finalement, une donnée en soi, ça veut pas dire grand-chose, c'est l'information qu'on va en tirer qui est exploitable à la fin. Donc c'est plutôt ça, le côté nébuleux, c'est de savoir où est-ce qu'on peut récupérer les données. C'est assez facile quand on veut faire du franco-français, quand on veut avoir une vision plus large que ça. C'est beaucoup plus compliqué, il va y avoir des enjeux culturels, il va y avoir énormément de choses en fait, tout un contexte à prendre en compte qu'on n'a pas forcément au départ. Et la plus grosse difficulté, c'est de réutiliser des données qui existent déjà. Parce que finalement, collecter des nouvelles données, alors c'est pas facile, mais c'est en tout cas encadré et on sait faire. C'est long, prospectif, coûteux. Ça coûte cher, c'est quelque chose ça demande beaucoup de partenariat, de la confiance, etc. Mais c'est quelque chose qu'on sait mettre en place, on peut y mettre la réglementation actuelle, c'est quelque chose qu'on maîtrise. Ce qui est souvent ce qui est plus compliqué maintenant, c'est qu'on a des gros volumes de données, certaines ont 10 ans, et elles sont intéressantes à exploiter, mais on ne sait pas forcément réglementairement comment les exploiter et comment pouvoir les partager ou les transformer dans un format qui puisse être... Réglementairement, ça veut dire que ces données ont été utilisées à un moment T, voilà, à une photographie, et que si demain on devait les utiliser pour les partager pour un usage, une autre finalité algorithmique ou une étude clinique ou un travail, il faudrait réglementairement demander aux patients un consentement d'utilisation de ces données dans une autre finalité d'usage. C'est ça que j'avais compris un peu dans... Voilà, en fait, il faut garder en tête que la donnée appartient au patient. Donc après, en fonction de la façon dont a été demandé l'étude, dont la donnée a été collectée, le consentement que le patient a donné au départ, il y a ça ouvre différentes possibilités de réutiliser la donnée, mais ça demande à chaque fois de se pencher sur ce qui a été déterminé au départ et on ne peut pas faire n'importe quoi avec ces données-là. Donc le challenge, en tout cas pour la collecte de données à venir, c'est de prendre en compte ces besoins réglementaires et cette notion de partage plus large en amont. Ouais. Voilà. Et du coup, d'en parler avec le patient, de les sensibiliser sur ces données-là et de faire en sorte qu'à l'avenir, les données soient plus faciles à partager.
David, un commentaire sur ça, sur ce... Oui, je souscris complètement à ce que vous avez dit. Il y a un débat sur la question de la propriété des données, en fait, qui se règle assez facilement par la notion que si on peut raisonner en termes de propriété, ça ce serait une question, mais en tout cas la personne qui est la plus proche de ces données, c'est le patient, donc il faut le respecter. Après se pose la question, on voit bien la question philosophique qu'il y a derrière. Après, en termes pratiques, la question se pose moins. Je vous explique peut-être en une seconde pourquoi, parce qu'en fait, il y a un élément à prendre en compte, c'est l'espace-temps, qui est en fait très court pour développer ces outils de pilotage par les données et d'IA, parce qu'en fait, le numérique, on l'a vécu tous pendant cette crise sanitaire, a rendu les frontières entre pays beaucoup plus poreuses. Et donc, du coup, si on n'est pas capable de créer des cadres permettant de déployer ces outils en contexte français et européen, et bien en fait, on aura des phénomènes soit d'importation d'outils de pilotage par les données conçus ailleurs, soit d'exfiltration de nos données. Vous savez déjà 250 000 de nos concitoyens qui ont exporté leur génome pour réaliser des tests généalogiques outre-Atlantique. Donc, on est dans ce moment-là. Donc, comment est-ce qu'on peut trouver une voie de passage ? En développant un cadre de régulation positive pour l'IA, on l'a dit tout à l'heure, et en créant des cadres de confiance dans lesquels on pourra se permettre peut-être d'avoir des règles de partage de données assouplies. Le Health Data Hub, c'est un de ces cadres de confiance. Et dans ces cadres-là, alors là je m'exprime à titre personnel, on peut sans doute à partir du moment où on est dans un environnement de ce type, mais aussi des cadres de confiance sous égide de représentants de profession, c'est ce qu'ont organisé les radiologues libéraux et hospitaliers par exemple, avoir des mécanismes, pourquoi pas, de consentement présumé pour le traitement de ces données, à condition qu'on reste dans un objet d'intérêt général, dans un cadre de confiance. C'est le régime qui s'applique pour les prélèvements d'organes. Pour nous permettre de passer le cran de la révolution du pilotage par les données, on doit pouvoir le faire aussi sur ces questions. Véronique, si dans un cas pratique, une pharma demain veut accéder aux données d'un établissement hospitalier, la PHP, un partenariat, va se poser toutes ces questions un peu de finalité d'usage. Donc la pharma arrive, dit voilà, je voudrais faire un essai clinique auprès de patients qui ont telle catégorie, tel traitement, telle catégorie de maladie. Comment je peux récupérer ces données ? Comment je peux y accéder, travailler ? Enfin, ça c'est des cas concrets. Des données virales aussi, on en a eu pas mal. Comment ça se passe ? Il y a beaucoup de difficultés. J'ai des échos comme quoi c'est difficile au quotidien. Ouais. Alors, nous, sur les projets sur lesquels on travaille, on a 4 grandes finalités. Vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure. Donc, sur l'exploitation de données en vie réelle, on a d'abord l'objectivation de la balance bénéfice-risque et de l'usage approprié du médicament. Donc ça, c'est beaucoup pour le post-inscription et les dossiers de réinscription. C'est pour répondre à des injonctions des pouvoirs publics, puisque de plus en plus il faut amener ces données. On a le sujet de l'objectivation du fardeau de la maladie, où là il y a l'objectif de collecter de nouvelles données, parce que bien souvent l'expérience du patient n'est pas collectée. Donc là c'est un autre enjeu, ce ne sont pas que les données du producteur. Il en a une partie mais il faut les compléter, il y a mieux comprendre le parcours de soins, suivre les données de prévalence des différentes pathologies, on a tout ça. Donc que ce soit dans des sujets d'accès précoce, dans l'accès précoce maintenant on a aussi cet enjeu de collecte de données en vie réelle en plus gros volume. Les modalités basiquement, enfin une fois qu'on a passé toutes ces étapes de la qualité de la donnée, du partage, de la confiance sur les finalités des traitements. Soit ça se fait dans un EDS, donc dans un environnement où le producteur va accepter de sortir des jeux de données, des requêtes à un moment donné, soit ça se fait quand même de plus en plus en peer-to-peer, où en fait il n'y a pas de sortie de jeu de données, mais le logiciel qui va servir finalement à chaîner, à visualiser, à nettoyer, à travailler les données, est dans cet environnement et il dialogue avec les différentes bases. Donc en fait il stocke tous les processus de traitement, ce logiciel, qui vont être mis en œuvre sur les données pour garantir la traçabilité, etc. Et les résultats, mais les données restent dans les environnements de chacun des producteurs. C'est-à-dire que le producteur de données ne voit pas ces données sortir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de déplacement des fichiers, des données, elles restent chez lui, et donc il y a des interfaces de traitement qui se font sous la l'égide du producteur. Peut-être Imric expliquer comment ça se passe, cette notion de peer-to-peer, ce qui est un peu l'open data quelque part. On ouvre, alors pas ouverte pour tout le monde, c'est pas la même chose. Non, c'est pour une finalité bien spécifique, pour une étude qui fait l'objet d'une autorisation. Mais c'est peut-être aussi les conditions de l'open data, c'est d'avoir que les données restent chez le producteur et qu'elles ne... Alors c'est un peu différent. En gros, l'open data, c'est vraiment le concept que, en gros, une donnée
est ouverte au sens genre tout le monde peut l'utiliser. C'est un peu on la lègue à la communauté définitivement et tout le monde pourra l'utiliser. Ce dont parle Véronique, c'est un peu la différence. C'est-à-dire qu'en gros, on laisse les données sur place et grâce à des technologies, en fait, on peut accéder à ces données à distance. On va sortir des éléments de ces données, mais ça va être des résultats agrégés qui sont au sens strict anonymisés. Et donc pour faire ça, il y a tout un tas de technologies qui existent. Il faut d'abord en gros cette structure. En fait, il faut une structure au préalable pour pouvoir exploiter ce type de choses. Et donc, typiquement, il faut des données qui sont, on l'a mentionné avant, interopérables. Il faut qu'on les comprenne. Il faut que le cadre soit clair au niveau réglementaire. Mais une fois qu'on a fait ça, en fait, on peut, en rajoutant des technologies, et en fait, c'est un champ même de la data science qui s'appelle la Privacy Preserving Data Sciences, en anglais, qui préserve la confidentialité des données en français. Mais voilà, qui permet vraiment d'aller dans cette direction. Les technologies les plus connues, enfin, qui buzzent le plus aujourd'hui, ça s'appelle le Federated Learning, ou un peu moindre échelle la differential privacy, et typiquement la differential privacy, c'est selon la CNIL le meilleur moyen d'accéder aux données. D'ailleurs la CNIL et toutes les CNIL européennes, je pense que David Cresson connaîtra mieux que ça que moi, mais en gros qui permettent de faire ça. Et donc vraiment, on peut du coup simplement avoir la réponse à sa question, c'est ça qu'on veut à la fin. C'est répondre à une question. Combien dans tel et tel hôpital il y a eu des patients qui ont eu telle pathologie, qui ont plus de 50 ans, etc., etc. Du coup, c'est en envoyant cette requête au réseau, on va avoir sa réponse, mais sans sortir les données. Et ça, c'est vraiment un changement de paradigme qui n'existe pas encore, mais ni dans la santé ni ailleurs principalement, et qui peut vraiment apporter des réponses pour faire quelque chose qui soit à la fois éthique et efficace. Et donc dans ce système-là, on garantit finalement le fait que les données ne sont pas... On a finalement que le résultat du traitement, sans savoir quels sont les patients derrière, tout ça, on a vraiment... Christian, avec Acuvia, vous faites ce genre d'interface aussi, vous, technologique ou non, ou vous travaillez comme ça? On travaille sur des sujets comme ça dans le monde et en France aussi. Mais le sujet est en fait très très simple. Il y a un an, on se demandait combien il y avait de patients Covid dans les hôpitaux. Il y a deux solutions, quoi. Soit on télécharge tous les dossiers de patients de tout le monde et on compte, soit on demande à chaque hôpital. C'est à peu près ça, et puis on somme le truc. Donc dans la deuxième solution, on sent que en termes de respect de la vie privée, on est beaucoup mieux parce qu'on ne va pas aller télécharger quelque chose de sensible chez soi, on le laisse à l'endroit où il est et c'est là où on fait la demande. Donc, le Federated Learning caricaturé, c'est à peu près ça. Et c'est une méthode qui est bien évidemment beaucoup plus respectueuse au moins des entrepôts de données. Alors pour aller jusqu'aux patients, c'est autre chose. Mais au moins en termes de pratique, c'est quelque chose qui est pour moi d'avenir. Si on l'étendait, il faudrait presque que ça arrive à nous en tant que citoyens. Peut-être que j'ai mon dossier médical sur mon iPhone et c'est même pas le gouvernement qui l'a sous forme de DMP, il serait personnel et quand on veut faire une étude épidémiologique, on pourrait interroger l'ensemble des iPhones de tout le monde et d'aller récupérer, alors en data science, ça s'appelle cette descente de gradient, cette petite contribution personnelle à la statistique qu'on pourrait faire. Donc à l'avenir, je pense qu'on ira dans des dimensions comme ça et je pense qu'il faut effectivement se préparer. Et avoir une approche comme ça permet de respecter complètement, de laisser la donnée le plus près possible du patient. On a un cas d'école que vous avez cité, c'est Covid Tracker. Ah non, c'est pas moi qui l'ai cité. Non, vous avez parlé. Je voulais rebondir. Je voulais juste souligner qu'à propos des données de santé qu'on a sur notre iPhone, il y a les expérimentations ENS qui viennent de démarrer dans 3 régions. Donc le ENS, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la nouvelle version. Voilà, c'est la nouvelle version du DMP, beaucoup plus user-friendly. Et du coup, on a fait ce matin avec un collaborateur de l'équipe qui habite dans une région testeuse. On a vu tout ça et franchement, ça change l'approche de la donnée. Donc je pense que c'est extrêmement prometteur. Voilà. D'accord. C'est-à-dire que notre système de santé demain, sans pour autant piquer les données des patients sur leurs iPhones, pourra traiter ces informations à titre collectif, faire du pilotage de la santé publique, faire pilotage d'épidémie. Mais aussi de surcroît, est-ce qu'il pourra aussi revenir vers le patient demain pour lui indiquer ou lui faire un red flag, maladie rare, une détection d'un parcours atypique dans un parcours de soins? Parce que c'est là que finalement on réindividualise. Oui. Je pense que c'est le sens de la démarche. D'ailleurs, je parlais des dispositifs de conformité en garantie humaine. Là, on applique cette conformité en garantie humaine sur des projets de ce type. C'est-à-dire des projets qui vont aller faire des traitements massifs de données pour aller faire de la détection de maladies rares en population générale. Tamisage des données de santé par un premier algorithme sur les données de population générale. Et puis après, le déclenchement d'une alarme
terme pour aller derrière permettre aux médecins, aux cliniciens d'aller investiguer le cas échéant, en mobilisant derrière des algorithmes de second rang à partir de données cliniques. Un des enjeux importants pour pouvoir avancer vers ça, il faut le mesurer, c'est que une des difficultés qu'on a en France, c'est cette partition entre la base de données de remboursement, la base de données de la CNAM, qui est une des plus profondes au monde, et la donnée clinique elle-même, le scan, l'IRM, qui est dans le système d'info du médecin libéral, dans l'entrepôt de données de santé de l'hôpital. D'autres pays n'ont pas la même approche, avec des silos qui agrègent la donnée médico-économique et la donnée clinique. On a cette difficulté en France. Le Health Data Hub essaye de surmonter ça. Il faut inventer d'autres types de cadres complémentaires, sous égide des professions. C'est ce qu'on entend des labos, c'est que finalement, il y a ce Health Data Hub qui contient essentiellement, pour l'instant, des données médico-administratives. Et demain, il y a toutes ces données cliniques qui sont dans les établissements et qui devraient, normalement, pouvoir revenir... C'est ça. La méthode du Hub, à ce stade, qui, je pense, est le bon chemin pour amorcer la démarche, c'est de faire du thématique. En disant, on va faire des appels à projets. Là, il y en a près d'une trentaine, sur des pathologies déterminées, sur lesquelles on va utiliser le cadre du Hub pour aller ramasser la donnée médico-économique et des données cliniques correspondantes. Mais donc, ça reste du coup par coup. On continue à subir cette partition. Peut-être pour rebondir là-dessus, pour moi, je suis d'accord sur le fait que c'est probablement la stratégie qui va dans la bonne direction. Mais en fait, ça peut pas se faire au détriment de structurer la donnée aussi sur le local. C'est-à-dire que si jamais on fait uniquement un export des données directement dans le hub, toute la connaissance, enfin, ceux qui connaissent les données, c'est à la fin les patients, mais en fait surtout les soignants. Et du coup, si jamais on extrait la donnée directement, on perd la connaissance et les données sont inexploitables. Il y a énormément de mise en qualité à faire. Et donc, vraisemblablement, le chemin intéressant, c'est de vraiment mettre en qualité ces données sur place à l'hôpital. Et les technologies qu'on en a parlé juste avant, c'est de les mettre en connexion avec essentiellement le SNDS, le PMSI, pour pouvoir croiser ces différents types de données, mais en ayant déjà une architecture qui, en plus, profite à l'hôpital, qui qualifie ces données, mais en plus qui profite à l'hôpital pour ses soins courants, en dehors du cadre de la recherche. Donc, il faut vraiment voir la chose des deux côtés et pas uniquement la traiter sur un pan, parce que sinon on va moins bien le faire et en plus au détriment du reste. C'est là que beaucoup de sociétés de techno rentrent dans les hôpitaux pour améliorer localement chez le producteur de données la qualification, la notification de la donnée, la qualification de la donnée, lui mettre un diagnostic, des éléments explicatifs le plus dessus, des images, etc. Et donc, ensuite, après, de pouvoir l'exploiter dans une forme de federating learning, ce qui te permet de l'exploiter. Oui, alors faut juste voir que personne ne va dans des entrepôts de données juste pour nettoyer des données, parce que c'est un peu chiant. Nous, on fait ça. Mais on le fait en général dans un but de réutilisation. Donc on arrive à avoir de la donnée intéressante que si elle est réutilisée dans des cadres divers et variés. Et c'est ça qui est important. Il faut qu'elle soit réutilisée d'abord en interne. On voit le même phénomène sur l'open data lui-même d'ailleurs. Mais si la donnée est réutilisée, là on va pouvoir ressortir de la qualité parce qu'on aura des motivation pour aller travailler cette donnée. Voilà. C'est ça que je disais, on fait ça, c'est que je pense que je suis totalement d'accord avec toi de dire qu'il faut qu'il y ait un cas d'usage, que ce soit dirigé par un cas d'usage, sinon simplement avoir des projets on restructure, mais on ne sait pas trop pourquoi, ça mène jamais à rien. Du coup, il faut des utilisateurs et des utilisatrices. En général, le mieux, c'est en interne parce que c'est ce qu'il y a de plus facile au niveau réglementaire, etc. Ça peut se faire aussi en externe. Donc, ça marche très bien, on a des projets comme ça. Donc voilà, il faut que ce soit dirigé par un cas d'usage et progressivement, de façon itérative, on va mettre la donnée en qualité et on va surtout mettre des processus en place qui permettent de mettre la donnée en qualité au fur et à mesure que les données augmentent. Donc on a des demandeurs, des industries, des pharma, tous les gens qui ont besoin de données pour piloter leur activité. Véronique, vous avez bien exprimé les besoins, en tout cas de la pharma. Les producteurs aujourd'hui, ils sont dans quel état? C'est-à-dire dans quel ordre de marche ils se mettent? J'entends beaucoup de choses à la PHP, l'EDS, il y a pas mal de choses. Comment eux, ils investissent aujourd'hui pour finalement, parce qu'ils ont une valeur aussi à tirer de cette donnée, j'imagine. Pour eux, ce que j'ai compris, c'est que d'abord un traitement interne a beaucoup de valeur pour eux en termes d'optimisation, mais ils vont trouver une forme de valeur aussi, avoir des collaborations sous forme d'équipement de protection. On a vu le federating learning, mais vers l'externe aussi, c'est-à-dire de pouvoir. Alors est-ce qu'il y a des rapports d'argent, il y a un hub, il y a un guichet, j'imagine, à un moment pour valoriser ces données, ces travaux. Sans parler de valeur de la donnée elle-même, mais il y a forcément un moment
Oui, il y a une transaction. C'est délicat, la valeur de la donnée. Ouais. Et effectivement, de temps en temps, certains entrepôts de données ont tendance à survaloriser peut-être un petit peu ce qu'il y a dans... D'abord, il peut y avoir des problèmes de qualité, effectivement. Et si la donnée n'est pas utilisée encore une fois, on aura du mal à ressortir de la valeur. Et puis souvent, la valeur de la donnée, elle n'est pas que financière, elle est aussi en termes de partage de connaissances pour pouvoir justement se benchmarker avec un autre hôpital, dans un autre contexte, etc. Donc, c'est souvent, plus on a de données, plus il y a de valeur, et la donnée un peu indépendante d'un entrepôt, dans un cadre particulier, est souvent difficile à valoriser. Voilà. Mais je pense... Ouais. Au-delà de... Il y a la valeur de la donnée pour l'entrepôt, mais il faut aussi pouvoir revenir au producteur et en fait à la personne, d'où vient la donnée en fait. Par exemple, quand on a des collaborations pour récolter des données en Afrique ou en Asie du Sud-Est, c'est des collaborations qui fonctionnent sur une relation de confiance. On travaille toujours avec un institut. On va pouvoir collecter des données avec cet institut, les réutiliser, ça va permettre de publier, de faire avancer la recherche, et ensuite, une fois que les données, on a pu les exploiter autant qu'on pouvait, autant continuer à les partager derrière. Mais c'est déjà arrivé qu'on mette ces données en open data, notamment dans le cadre du Covid, par exemple, et que derrière, elles soient exploitées par d'autres institutions, d'autres chercheurs, sans mentionner d'où proviennent les données. Et ça, c'est problématique, en fait, parce que du coup, nous, on perd la relation de confiance avec notre partenaire, et ça devient compliqué de relancer un programme de recherche avec eux. Donc il y a toute cette partie-là aussi qu'il ne faut pas mettre de côté. Donc les producteurs sont prudents aujourd'hui, ils essayent de s'entourer des meilleurs outils, des meilleurs moyens, de ne pas forcément être dans le système de l'open data, mais d'être dans un système de données où on va valoriser ce qu'on a, mais aussi bien décider des conditions d'utilisation à tout point de vue. Ouais. En fait, je pense ce que disait Anne-Caroline, elle a dit un mot pour moi qui est hyper important, c'est la confiance. Aujourd'hui, en fait, justement, il y a parfois ce manque de confiance. Et en fait, il y a un besoin d'augmenter cette confiance, à la fois du coup, Anne-Caroline parlait entre instituts et autres instituts, mais en fait, énormément entre l'établissement lui-même, l'hôpital lui-même et les acteurs avec lesquels il souhaiterait collaborer. Cette confiance, du coup, elle passe par elle peut être, améliorée par différents moyens. Le premier, c'est le réglementaire. Si on a un cadre, qui est correct, dans le sens où, en gros, il n'est pas trop strict, sinon on peut rien faire, et pas trop souple, parce qu'il faut préserver les citoyens et les citoyennes. C'est un premier élément. Le deuxième élément, pour nous, qui est extrêmement important, et on le voit, nous, quand on fait des projets, c'est qu'en fait, nos outils sont en grande partie open source. Donc, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais open source, c'est que le code, en fait, est libre et visible sur Internet. Et on implémente, du coup, un standard de données qui est ouvert et libre. C'est le standard FAIR dont je parlais tout à l'heure. Et en fait, c'est vraiment dire, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on fait, c'est transparent. Et en fait, cette transparence, elle crée de la confiance parce que l'hôpital, aujourd'hui, il est un peu dans une situation où c'est binaire. Soit je donne rien, soit je donne, mais je sais pas trop ce que je donne. D'une certaine façon, si je veux caricaturer un petit peu la chose. Et du coup, nous, on pense que en mettant plus de transparence dans ces pratiques, on va pouvoir plus suivre la donnée, donc plus de confidentialité et plus de respect par rapport à la vie privée. Mais en même temps, comme on suit, on peut précisément dire je veux juste ça, c'est réglementaire, je peux le passer, et c'est exactement ça qui est utile pour les autres acteurs. Est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir des tiers de confiance, c'est-à-dire des labels? Je sais pas, j'imagine, mais des labels de gens qui vont opérer la donnée pour des producteurs de données et qui vont, eux, garantir tout ce que les producteurs craignent en matière de données de santé. Oui, ça c'est un peu le sens de ce qu'on a expliqué tout à l'heure sur les méthodes de garantie humaine. Essayer d'organiser un cadre. Là, je prenais l'exemple du programme de garantie humaine de l'IA sur l'apprentissage machine. Là, on opère sous égide de l'Union des dentistes, l'Union française pour la santé bucco-dentaire. Il y a d'autres exemples de modèles de garantie humaine des traitements algorithmiques sous égide des sociétés savantes de radiologues. Le Health Data Hub, dans cet esprit-là, les établissements de santé comme Pasteur ou structures de recherche qui portent ces programmes-là peuvent eux-mêmes constituer ces outils-là. Il faut donner de la confiance. À l'autre bout de la chaîne, j'ai envie de dire, ta remarque était très juste, il faut partir du stimulus initial. Ce qu'on voit avec les équipes de Jouve et avec Thibault Langseth, c'est qu'on intervient d'un autre côté de la chaîne sur la partie numérisation. Et donc, de la dématérialisation des dossiers, des admissions, tout ça, ce que vous faites. Et de manière très prosaïque, pour les équipes médicales et soignantes, le fait de se débarrasser du papier peut être un très bon stimulus. Pour un CHU de taille intermédiaire, il y a encore entre 30 et 50 km d'archives médicales. Et là, on est dans un moment où il y a une relance de l'investissement dans les établissements de santé. C'est une bonne nouvelle, mais les établissements qui se reconstruisent en 0 mètre carré
archives. Et donc là, on a une opportunité, c'est ce qu'on fait là par exemple en ce moment au CHU de Guadeloupe, d'aller digitaliser les données, de les préqualifier pour derrière aller s'orienter vers des acteurs qui valoriseront ces données dans des cadres de confiance ou dans des partenariats industriels. Il y a un stimulus très physico-spatial. Là, sur les 5 ans qui viennent, on peut passer au zéro papier intégral. On parlait dans l'atelier Quantmétrie juste avant sur le NPL, hein, qui est la technologie qui permet aussi d'aller lire des dossiers papier ou des archives, hein, ces histoires d'archives de kilomètres dont vous parlez dans les sous-sols des gros hôpitaux parisiens. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est des dizaines de milliers de patients. Est-ce que c'est scannable et réutilisable? Enfin, j'imagine que c'est un travail... Oui, c'est un travail de bénédictin, mais c'est un vrai beau défi qui est à notre portée dans les chiffrages qu'on a pour vous donner une échelle. Pour digitaliser les archives complètes des 32 CHU français, on serait sur un budget entre 50 et 70 millions d'euros. Quand on voit l'argent qui s'investit dans le système, on a là une manne pour faire progresser la science, la recherche et développer des outils industriels de data management vraiment de haut niveau. Il nous reste 3 minutes, peut-être faire un dernier avis sur un peu ces productions de données de santé, collaboration, puis peut-être avoir un moment, Aymeric, vous l'avez bien dit, cet open data, parce que finalement on parle de données pas trop ouvertes aujourd'hui, on est sur des données qui appartiennent aux producteurs, qui doivent être traitées dans un cadre de confiance, etc. Mais quel avenir pour l'open data aussi? Peut-être faire un dernier tour de table là-dessus. Oui. Quel avenir pour l'open data? Encore une fois, je pense qu'il faut faire un petit peu attention à distinguer l'open data et on a eu du mal au début de l'open data en France à aborder les problèmes de données de santé. C'est justement parce qu'on ne distinguait pas très bien l'open data médico-économique, on va dire, qui ressemble plus aux statistiques de l'INSEE ou de Covid Tracker qu'on abordait tout à l'heure, de la donnée patient qui est sensible, etc. Donc dans le premier cas, ça se passe bien, en gros, et c'est de l'open data. On doit citer ses sources, d'ailleurs, de la même manière que quand on cite Wikipédia dans un article de journal ou quelque chose comme ça. C'est au moins le minimum. Il y a une licence, en fait. Et puis, dans l'autre cas, c'est beaucoup plus sensible. Alors, on en parlait un peu. Il y a une façon aussi de traiter qui, moi, je pense, intéressant et qui émerge pas mal chez nous, chez Acuvia, et puis en France, à travers un certain nombre de startups, qui est d'essayer de générer des données qu'on appelle synthétiques, à partir des données patients, c'est-à-dire de créer des faux patients qui auraient des caractéristiques statistiques similaires à notre population de patients dans le cadre de certaines études, parce qu'on ne peut pas arriver à faire tout et n'importe quoi avec ça, et où là, on va pouvoir générer des entrepôts de données faux et beaucoup moins sensibles puisqu'ils ne correspondent pas à des vraies personnes, mais qui permettent de faire un certain nombre d'études dans ce cadre-là. Et là, je pense que quand on arrivera à ce niveau-là, on aura de l'open data clinique. Enfin, patient. Exploitable dans un certain nombre d'applications, pas dans tout, et qui permettra d'être beaucoup plus ouvert. Et ça, c'est à mon avis, à l'avenir, quelque chose d'intéressant à explorer. Pour rebondir, je pense qu'on a fait ce jumeau numérique, qui porte parfois ce nom-là, de que tu décris, j'ai l'impression, pour moi, passera de façon au préalable par du coup cette structuration et un peu cette meilleure compréhension des données et de leur gestion aujourd'hui. Aujourd'hui, on est encore assez loin. Nous, si on le compare aux autres secteurs, parce qu'en fait, c'est aussi intéressant de prendre du recul par rapport à son propre secteur et de voir ce qui se passe ailleurs. La plupart des secteurs sont dans cette transformation, en termes d'architecture de données, pour réussir à mieux les gérer, mieux les comprendre. L'hôpital est encore un peu à ses débuts, et on va encore un petit moment, et je pense que open data, ou on mentionnait tout à l'heure les technologies d'accès à distance, je ne sais pas exactement qui finira par l'emporter d'une certaine façon, ou jumeau numérique, il y aura différentes possibilités. En tout cas, il faudra au préalable avoir structuré la donnée, la rendre interopérable. C'est ce qui est en train de se passer avec le Ségur qui va dans cette direction-là. Mais il faut encore aller plus loin parce que interopérable, c'est pas suffisant parce qu'il faut aussi une architecture qui permette de les gérer pour l'hôpital lui-même et pas uniquement l'envoyer ailleurs. Et pour croiser des données entre différentes sources, mettre des algorithmes dessus, il faut quelque chose de dédié qui permet vraiment de pouvoir monter en charge et arriver au pétaoctet de données dont parlait Anne-Caroline tout à l'heure. Véronique, un dernier mot? Oui, moi je suis d'accord avec ce qui a été dit sur l'open data. Plutôt pour revenir sur le sujet de la confiance, je pense qu'il peut aussi y avoir effectivement un intérêt important à proposer aux producteurs de données d'impliquer ces équipes médicales dans les projets de recherche qui sont effectués, parce que quand bien même on n'est pas forcément sur des études cliniques au sens où on l'entend, pour tout ce qui touche à l'exploitation des données
en vie réelle, l'évaluation de l'usage, de l'efficacité, etc. Ça peut aussi évidemment intéresser les équipes médicales et du coup, voilà, quand elles ont un intérêt direct aussi, un bénéfice médical à l'étude qui va être réalisée, c'est un bon moyen de mettre en place cette confiance. Merci. On arrive au terme de cette table ronde. C'est passé très très vite. Je pense qu'on aurait pu en parler encore pendant pas mal de temps. Peut-être que retenir 2-3 choses. Je pense qu'on a un peu redonné de la visibilité sur les 3-4 grands challenges auxquels on fait face avec les données de santé aujourd'hui. Les droits de la production, la confiance, les droits d'utilisation, c'est-à-dire les différentes modalités d'usage, soit en peer-to-peer, soit en federating learning, enfin c'est la même chose, soit en open data. Bien évidemment, ce sont des notions que je pense que nos pharmas sont en train de découvrir et dans les collaborations qu'ils sont en train de monter tous les jours aujourd'hui pour répondre à ces fameux enjeux que vous avez expliqués, Véronique. Voilà, je vous invite à revoir le replay pour écouter, reprendre un peu tous ces termes et tout. Et je pense que ça sera une thématique qu'on fera vivre d'année en année parce qu'il va se passer encore pas mal de choses sur cet aspect. Merci beaucoup pour être venu à cette table ronde et puis au plaisir de vous revoir dans vos travaux respectifs. Voilà. C'est bien. Merci.